Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle webconférence du FOD. Donc, je vois les participants, le nombre de participants qui monte. Donc, c'est avec plaisir que nous vous accueillons toujours aussi nombreux. Et c'est un le cinquième webinaire de notre cycle spécial crise Covid-19, qui, je vous rappelle, a été monté en urgence pour accompagner les professionnels dans cette période de confinement, pour les aider à mettre en œuvre de la formation à distance ou à déployer des dispositifs à distance dans des conditions d'urgence et un peu souvent à marche forcée. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de faire un focus sur la fracture numérique et la formation à distance. En situation de confinement, comment peut-on assurer la continuité pédagogique avec des publics qui sont peu experts en numérique, ou plus simplement encore avec des apprenants qui disposent d'accès à Internet très restreint, voire aucun. Et nous élargirons ensuite notre réflexion pour comment accompagne-t-on ce public spécifique. Juste un petit rappel des chiffres de l'INSEE 2019. 17% des plus de 15 ans se situent dans une situation d'illectronisme, c'est-à-dire d'illettrisme numérique. Ils n'ont aucune compétence numérique de base ou ne peuvent se servir d'Internet, notamment parce qu'ils ne disposent d'aucun équipement adapté, que ce soit une connexion Internet, un ordinateur, voire un smartphone. Donc, on va vous présenter aujourd'hui des retours d'expérience de l'atelier de pédagogie personnalisée de Strasbourg et du Greta du Jura. Donc, cette fois-ci, nous sommes sur des territoires en direction du Grand Est, donc avec ce qu'ils ont mis en place face à ces publics en difficulté d'électronisme et quelles sont les réponses qu'ils apportent pour identifier les personnes, les accompagner et les former. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à notre premier binôme d'intervenants, donc Victoria Pérez-Labourdette, qui est coordinatrice du consortium national YGRETA et conseillère en formation continue à l'Académie de Besançon et administratrice au FOD, et Guillaume Turban, qui est formateur informatique au Greta du Jura. Et puis après leur première présentation et retour d'expérience, nous passerons la parole au réseau des APP avec Laurence Martin et Thierry Martin. Mais sans plus tarder, je vous laisse la parole, Victoria et Guillaume, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Guillaume Turban, formateur informatique au Greta, essentiellement sur les groupes de remise à niveau. Et je m'intéresse aux questions d'électronisme depuis mon entrée au Greta depuis 3 ans. Donc je vais commencer. Alors, peut-être que tu veux te présenter, Victoria? Oui, merci beaucoup Guillaume. J'ai déjà été présentée par Aurélien. Je suis coordinatrice du consortium national YGRETA et tout comme Guillaume, je travaille à l'Académie de Besançon où je suis conseillère en formation continue. Merci Guillaume. Est-ce qu'on m'entend mieux? Parce que je vois en commentaire qu'on ne m'entend pas très bien. Non? Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, on vous entend bien, Guillaume. Je pense que le souci vient des personnes qui ont fait le retour. Peut-être n'ont-elles pas activé le volume de leur haut-parleur depuis leur PC directement, ou peut-être ont-elles une double connexion, ce qui peut provoquer effectivement des perturbations sur la bonne réception. Donc, voilà, je pense que vous pouvez continuer. Bon, eh bien, c'est parti. Alors moi, en premier point dont je voudrais vous parler, c'est sur la définition de l'électronisme et les types de publics concernant l'électronisme, puisqu'en fait, on a remarqué durant cette crise que la nature même des publics impactés par l'électronisme était extrêmement divers. Nous, on est touchés directement puisque aussi bien les stagiaires que les formateurs et les personnels administratifs sont impactés en fait par l'électronisme, mais à des degrés évidemment différents en fonction des personnes. Donc l'accompagnement qui est déployé concernant l'électronisme est évidemment différencié en fonction justement de la nature et du degré de l'électronisme. Donc moi, après 3 ans
l'enseignement de l'informatique, j'ai pu repérer, d'un point de vue statistique, 2 profils d'électronisme. Un électronisme, on va dire, très soutenu concernant, on va dire, les plus de 40 ans, et statistiquement, et là on a un électronisme total, c'est-à-dire problème d'utilisation d'une souris, d'un clavier, de comprendre les notions de base en informatique. Donc c'est ceux vers lesquels on va avoir le plus de problèmes et donc d'accompagnement à déployer. Et un deuxième type qui n'est pas de la même nature, qui est un électronisme des digital natives, donc les jeunes, comme on dit, c'est-à-dire qu'eux ont grandi et évolué avec un écosystème fermé qui est le smartphone, et des réflexes qui sont induits par smartphone qui sont extrêmement différents en fait de l'utilisation d'un ordinateur. Et à partir de là, un type d'électronisme qui est différent et donc une pédagogie différente et des problèmes et des enjeux à distance également différents. Et donc je disais qu'il y avait donc de nature mais aussi de degré, dans la mesure où on va parler de, je vous parlerai à peu près, pardon, c'est une première pour moi ce genre d'exercice. Donc je vous parlerai de la nature et du degré, puisque dans le degré, on va avoir des gens qui sont totalement électroniques, et donc on va avoir des grosses difficultés à accompagner, et des gens qui sont dans un électronisme relatif. Et là, justement, on verra que les outils qu'on a déployés sont peut-être même une chance pour progresser vis-à-vis de leur électronisme. Donc, si je passe à la suite, hop, un des enjeux, évidemment, c'est l'équipement, puisque, comme ça a été rappelé en introduction, la nature des équipements est extrêmement diversifiée au sein des foyers. J'entends par là tablette, téléphone portable et ordinateur, et en fonction, la réponse n'est pas la même. Et évidemment, des gens qui n'ont absolument accès à rien du tout. Donc, l'équipement et les publics fragiles impliquent du coup une réponse différenciée. Les gens qui n'ont pas du tout de matériel, donc ni smartphone, ni connexion Internet, ni ordinateur, nous on a décidé de les traiter par téléphone et un peu par courrier, histoire de pouvoir au moins avoir un suivi de l'ensemble de ces stagiaires. Pour les gens qui avaient par contre un accès à l'outil, au tout début du confinement, on a déployé chacun de notre côté des outils de type Google Drive, Mail, Twitch, Discord, en fonction des profils, pour pouvoir répondre à l'urgence. Ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, le consortium Igreta a été en cours de... Donc Igreta, c'est une plateforme, un LMS, une plateforme d'enseignement à distance. Elle était en cours de déploiement, puisque à partir de février 2020, on était en train de déployer l'outil. Donc peu de formateurs et de stagiaires étaient opérationnels sur cette plateforme. Néanmoins, on a voulu déployer cette plateforme, puisque dans un futur, elle sera nécessaire pour justement faire de la blended formation, donc la formation mixée, et que malgré l'absence ou la relative peu utilisation, on a décidé de tous migrer là-dessus pour faciliter le travail de tout un chacun. Donc, ça a posé évidemment un problème, puisque dans le cadre de l'électronisme, l'utilisation d'une plateforme de ce type Web 2.0 amenait un certain nombre de questions. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les grands électroniques pour qu'ils arrivent à se connecter à cette plateforme et l'utiliser? Et deuxièmement, il y a une question qui revient souvent en formation quand on parle d'informatique, c'est la légitimité du numérique et la légitimité du formateur par rapport au numérique, dans la mesure où la fracture numérique impose au public une prise de distance par rapport à l'outil, une peur, notamment liée au contexte des lanceurs d'alerte et de la gestion des données, de la vie privée, ce genre d'enjeux, et du coup qui peuvent en fait freiner énormément la volonté des stagiaires à participer à ce genre d'expérience et l'utilisation en fait de solutions numériques. Donc voilà. Pour les grands électroniques, l'utilisation de la plateforme, je le disais, est très compliquée dans la mesure où les grands électroniques n'ont pas les savoirs minimaux qui sont nécessaires à l'utilisation, notamment identifier une barre d'adresse, utiliser un navigateur Internet, faire un mail, répondre à un mail, comprendre ce que c'est un menu, un onglet, etc. Tout ce genre d'enjeux qu'il faut déployer à distance pour que ces choses qui sont transversales
puisse être acquise par l'ensemble des stagiaires, dont les plus grands électroniques, afin qu'ils puissent reproduire dans différents contextes l'utilisation de l'ensemble de ces concepts qui sont centraux en fait en informatique. Et pour faire ça, la mobilisation à distance a été nécessaire, notamment par téléphone, et j'y reviendrai sur la prochaine slide. Donc il faut en effet dévoyer l'autonomie des stagiaires et des formateurs afin qu'ils puissent s'adapter en permanence à l'ensemble des outils qu'ils vont être amenés à utiliser, aussi bien en lui laissant le temps de nous rejoindre. Effectivement, Guillaume pointait cette difficulté de mobiliser notre nouveau LMS, YTA Moodle, pour de grands électroniques. Il interrogeait également cette nécessité d'être légitime au plan numérique pour un formateur dans ce contexte, parce qu'il y a cet enjeu très fort qu'a pointé Guillaume, cet enjeu de confiance, qui est particulièrement prégnant dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où la question des traces numériques est particulièrement sensible, et ce, à plus forte raison depuis l'action de lanceurs d'alerte comme Julian Assange ou Edward Snowden. Donc, effectivement, sur cette question de l'autonomie numérique et de la nécessaire culture informatique, le constat fait par un acteur de terrain, par un formateur en informatique auprès de publics fragiles comme Guillaume est le suivant. Il faut accompagner les stagiaires sur des concepts informatiques de base tels que savoir naviguer, savoir identifier un fichier ou un dossier, savoir rédiger un mail, et puis également comprendre les fondamentaux de l'identité numérique et de la sécurité informatique. En fait, de façon plus précise, il faut accompagner les stagiaires à minima à être en capacité d'identifier les formes des interfaces qui vont être liées à des concepts informatiques récurrents, comme par exemple le menu. On va ce faisant permettre une ouverture à l'autonomie de l'autre, parce que ces concepts qui seront nouveaux vont vite se révéler basiques, parce qu'on va les retrouver partout. Toutes les interfaces viennent à les présenter, et au fur et à mesure que ces concepts se font jour, on peut de plus en plus se retrouver dans des environnements numériques différenciés et rapidement retrouver des repères constants. Donc, Guillaume l'a souligné, gros défi pour mettre à disposition un LMS comme YTA Moodle auprès de grandes électroniques, mais également facilitation de l'acquisition d'une culture informatique par ce biais, précisément parce qu'on va pouvoir mobiliser dans l'action des concepts informatiques concrets, tels que la connexion, ou encore une mise en page documentaire spécifique au web. À partir de là, il y a des objectifs qui sont réalisables et qu'il convient d'intégrer pour accompagner donc, nos stagiaires grands électroniques à la formation à distance par le biais de l'acculturation au numérique et à l'informatique de façon plus précise. Savoir se connecter, c'est fondamental, bien évidemment, et récurrent dans tous les environnements numériques d'aujourd'hui. Interagir, collaborer, notamment dans notre contexte, interagir sur le forum, qui est une des modalités pédagogiques en ligne fortes que l'on a décidé de mettre en avant auprès de nos stagiaires et de nos formateurs, et pouvoir déposer un fichier, que ce soit sur un espace comme un forum, ou que ce soit via une activité type devoir qui est intégrée à un LMS. Je ne sais pas si Guillaume nous a rejoint et s'il veut prendre le relais. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Nous t'entendons, Guillaume. Bon, merci Victoria pour le relais. Alors, donc oui, sur cette diapo, je crois que tu as fait le tour, Victoria, parce que je viens juste de revenir là. Ok. Peut-être un point complémentaire avant de passer à la slide suivante. Un point sur lequel on a beaucoup échangé avec Guillaume dans le cadre de la préparation de ce webinaire, la question de la posture numérique du formateur dans sa légitimité et dans le modèle d'attitude numérique qu'il donne aux stagiaires, un questionnement permanent, une posture du tâtonnement et de l'essai systématique jusqu'à obtenir le résultat satisfaisant et attendu. Il n'y a pas de stabilité absolue de la compétence numérique.
C'est un processus itératif en développement permanent qui nous concerne tous. Que nous soyons formateurs ou stagiaires, nous sommes toujours des apprenants numériques. Et il est important que sur ce point aussi, nos stagiaires, notamment Grand Électronique, soient assurés. Merci. Donc sur la dernière diapo, c'est concernant l'accompagnement en tant que tel. Moi, j'ai servi de support technique en fait pour le Greta Jura aussi bien auprès des stagiaires que des formateurs. Et ce que j'ai fait donc, pour faciliter les grands électroniques à la connexion au LMS, c'est un accompagnement par téléphone et éventuellement par visioconférence pour les gens qui avaient un peu plus de facilité. Donc c'est extrêmement chronophage, hein, l'accompagnement par téléphone, mais c'est en tout cas le seul moyen qu'on a trouvé pour pouvoir permettre aux différents stagiaires de pouvoir rejoindre la formation sur YA Moodle. Ça nécessite pour la personne qui fait de l'accompagnement par téléphone énormément de patience et surtout un esprit didactique extrêmement développé pour en fait expliquer des choses qui semblent les plus intuitives pour n'importe qui. Donc ça veut dire détailler être extrêmement précis avec notamment une dimension spatiale au niveau de l'écran, puisqu'on n'a pas de retour sur l'écran, d'expliquer l'ensemble des fonctions en fait et des opérations à mettre en œuvre pour qu'ils puissent non seulement se connecter, mais puissent ensuite avoir gagné un minimum d'autonomie pour pouvoir reproduire le même schéma quand il sera amené à y retourner sans appui technique par téléphone. L'accompagnement, il a été aussi nécessaire pour les formateurs, donc pas forcément du même ordre. Donc moi, j'ai produit notamment de la visio en formation pour l'utilisation des outils, des tutos PDF pour un certain nombre d'autres questions. Et je fais aussi un accompagnement par téléphone pour un certain nombre de formateurs pour qu'ils puissent déployer leur formation au sein du LMS. Un des autres enjeux concernant le matériel, c'est le fait que pour les gens qui possèdent un ordinateur, la question des outils déployés sur leur propre ordinateur se pose, notamment je pense au cours concernant la bureautique, puisque les gens n'ont pas accès à une licence Microsoft Office, et or c'est la principale ressource qui ressort dans les différents endroits du web. Donc ça veut dire pour eux être capable de déployer une solution open source de type OpenOffice ou LibreOffice. Donc des enjeux de maintenance, des enjeux de mise à jour, des enjeux en fait qui sont transversaux à l'informatique et qui sont justement pas concentrés sur la bureautique. Guillaume, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu aurais encore peut-être 2-3 mots à nous dire pour passer la parole au réseau des APP? Oui, je finis vite. La dernière préconisation qu'on pourrait faire, c'est de dire qu'au vu des enjeux pour la suite, c'est de mobiliser de la formation spécifique, en tout cas c'est mon souhait, concernant l'électronisme, avec justement cette vision transversale, et ensuite seulement être capable en fait de pouvoir répondre notamment aux référentiels de compétences numériques FIX et ANUM, qui en fait sont à déployer ensuite. Mais pour les grands électroniques, moi j'ai une expérience, une formation de test qui montre que la dimension psychosociale est hyper importante en fait pour arriver à passer les barrières et être capable d'utiliser l'outil, mais que ça prend du temps et que la nécessité du présentiel est à mon avis indispensable pour en fait lutter à long terme contre les enjeux d'électronisme, puisque à distance évidemment c'est extrêmement compliqué. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. J'aimerais dû vous réduire un petit peu votre intervention. J'aimerais rajouter 2 points complémentaires rapidement à ceux de Guillaume. Signaler effectivement que cet accompagnement synchrone, il peut être utile aussi pour accompagner les formateurs et que, fort des constats partagés qu'a évoqué Guillaume, nous allons mettre en place une hotline téléphonique pour pouvoir répondre plus aisément en synchrone aussi aux problématiques technopédagogiques. Et puis rappeler, parce que c'est important, que la fracture numérique est aujourd'hui une fracture sociale et qu'il faut donc la traiter sous ces 2 volets. Merci. On met tout de suite la parole du coup à Laurence Martin et Thierry Martin, et puis on essayera de se réserver un petit temps quand même pour répondre aux questions du chat. Mais tout de suite à vous, Laurence. Bonjour déjà à toutes et à tous. M'assurer que vous m'entendez bien en 2 minutes. C'est bon? D'accord. Vous remercier le FOD pour son invitation à échanger et à témoigner et entendre justement comment chacun a tenté d'adapter justement sa capacité de continuité pédagogique à la situation. Donc je me présente, Laurence Martin, directrice de l'association de promotion du label APP.
donc 117 organismes qui portent un label pédagogique et qualité, qui sont d'horizons très divers, et d'ailleurs parmi lesquels se trouvent des Greta. Donc on a des proximités naturelles avec aussi ce partenaire et cet acteur. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le relais de ce qui se passe dans un organisme labellisé APP. Je vais laisser Thierry se présenter. Alors, est-ce qu'on t'entend? On n'entend pas? Thierry, il faut réouvrir votre micro. Vous l'avez peut-être mis en silence, donc n'hésitez pas à le réouvrir. Alors Thierry, vous nous avez bien rejoint par téléphone, j'espère. J'ai l'impression que Thierry s'est déconnecté. Alors, on va attendre que Thierry nous rejoigne au plus vite. Et en attendant, donc, Aurélia, vous voulez peut-être présenter quelques-unes des questions qui ont été posées? Thierry nous rejoigne. D'accord, très bien. Alors, j'avais quelques questions pour Guillaume. Je pense qu'au fil du chat, on a effectivement, alors Nicolas qui nous demandait comment vous repérez les difficultés rencontrées. Voilà, comment on peut identifier là, vous l'entendez des personnes en Oui, ça y est, on t'entend. Ok, super. Ça y est. Je vais laisser parler Thierry, je répondrai après. Du coup, Thierry, merci. Du coup, Thierry, tu te présentes? Alors, à nouveau, on ne vous entend plus, Thierry. Je ne sais pas ce que vous faites avec votre micro, mais vous semblez le mettre en silence involontairement et on ne vous entend pas. Là, vous m'entendez? Oui, voilà. Oui. Oui, on vous entend à présent. Ok, alors donc, excusez-moi, hein. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, donc Thierry Martin. Je suis formateur au JIFISCOP APP Strasbourg Sud. Donc je suis formateur en culture générale, biologie, apprendre à apprendre et évaluateur aussi de la certification CLIA, 7 domaines de compétences. Donc je suis au JIFI depuis, bon pour la petite histoire, je suis au JIFI depuis janvier 2012 et avant j'étais aussi formateur de mars 2008 à septembre 2011 au APP Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie. Donc JIFISCOP, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de formation, donc APP Strasbourg Sud, hein, qui accueille environ 600 apprenants par an. Donc on a un public majoritairement de demandeurs d'emploi, aussi des salariés, des individuels. Donc on s'occupe surtout de la remise à un niveau. Donc voilà, français, maths, bureautique, les langues, allemand, anglais. On a d'autres ateliers aussi, leur folio, base numérique. On fait aussi, on a aussi un organe de certification, donc TOSA, tout ça, TOEIC et le Robert. Et voilà. Voilà pour une petite présentation de JIFISCOP, APP Strasbourg Sud. Alors, je vais reprendre le relais. Merci Thierry. On a divisé notre présentation en deux. Déjà, dans un premier temps, pour être en capacité justement d'accompagner le plus grand nombre dans les circonstances actuelles. J'ai beaucoup échangé avec Thierry et avec Fanny qui dirige l'APP, qui est portée par JIPFI. La première chose, ça a été de s'organiser en tant qu'équipe et de réagir très très vite en termes d'information vis-à-vis des apprenants, et ce par tout moyen. Les avertir bien entendu de la fermeture du centre dès le 16 mars, actualiser le site internet et voir comment s'organiser déjà dans l'équipe pédagogique pour établir un plan d'action collégial et se mettre en capacité d'accompagner le plus grand nombre. Car comme Thierry l'a très bien dit, nous sommes sur des publics qui sont concentrés beaucoup sur les savoirs de base et notamment dans le champ du numérique. Donc l'objectif de ces premiers échanges au sein de l'équipe, c'est bien sûr de garder le lien, de voir comment garder le lien au sein de l'équipe APP dans le cadre du confinement, d'établir ensemble ce plan de continuité pédagogique et de voir bien entendu comment joindre le plus grand nombre d'apprenants de l'APP. Alors lorsqu'on parle de distanciel, c'est également pour l'équipe, et là on va retrouver comme pour les apprenants deux sortes de distanciel. Le fait de garder contact tout court,
voilà, au sein de l'équipe, c'est se connecter ensemble le matin, se dire bonjour, voilà, c'est pas seulement pour travailler, c'est aussi pour garder le lien humain, que c'est important. Et bien entendu, s'organiser de façon très pragmatiquement au sein de l'APP, ça se traduit par 2 réunions d'équipe par semaine, avec 2 volets, c'est échanger sur les outils que chacun connaît dans le distanciel, mais également s'acculturer et se former, parce qu'au sein des équipes pédagogiques, tout le monde n'a pas la même appropriation des outils numériques, tout le monde ne connaît pas les mêmes outils, et ça a été un très très fort accélérateur aussi de développement des compétences au sein des équipes pédagogiques. Bien entendu, c'est l'occasion aussi 2 fois par semaine de faire le point des apprenants qui prennent contact spontanément. Alors au début, c'était un nombre très, très faible, et Thierry dira comment ils ont amené les apprenants à apprivoiser l'outil numérique sous cet angle pédagogique, mais également voilà, échanger sur ce que chaque membre de l'équipe pédagogique, chez lui, peut vivre avec ses apprenants et avoir vraiment un lieu d'échange au-delà de l'aspect strictement professionnel. Les premiers contacts ont été pris avec les apprenants dès le 18 mars et à minima, de toute façon, quelle que soit la situation, le fait qu'on puisse ou non accompagner l'apprenant à distance, toute personne qui était impliquée dans un parcours au sein de l'APP est contactée à minima 1 fois par semaine par téléphone pour de toute façon garder le contact même avec les personnes qui ne sont pas en capacité de suivre directement des formations par manque d'équipement ou parce que les compétences numériques ne le permettent pas à l'instant T. Les enseignements portés à cette occasion, c'est vraiment un moment où les équipes sollicitent énormément leur capacité d'adaptation, de créativité, de réactivité et doivent garder, que ce soit entre elles, mais également vis-à-vis des apprenants, une approche très bienveillante et très positive malgré les difficultés de la situation. Et même à distance, et ça c'est un élément important, l'objectif des formateurs, c'est d'arriver à valoriser le travail que font les apprenants, même ceux qui ne suivent pas une formation à distance. À l'occasion de l'appel hebdomadaire, voir ce qui se passe chez les personnes et voir comment ces situations sont également génératrices de compétences et voilà, de garder une dynamique avec ces apprenants. Et avant de passer la parole à Thierry pour qu'il explique concrètement comment ça s'est déroulé avec les apprenants qui l'accompagnent. Après 4 semaines de confinement, l'APP a récupéré, en termes de contact et de formation à distance, 50% de son public. Sur les 200 apprenants qui étaient suivis avant le confinement, 150 étaient susceptibles de suivre à distance des formations et finalement 100 le font effectivement très régulièrement. Mais pour autant, l'équipe pédagogique accompagne bien les 200 personnes qui étaient déjà en parcours, mais via des modalités très différentes. Thierry, je te laisse prendre le relais sur le déroulé justement de cet accompagnement. Ok, ça marche. Bon, alors je vais vous présenter en 3 points. Avant tout, d'abord, je voulais vous dire que je m'occupe d'un public surtout par rapport à des concours sanitaires et sociaux, donc infirmiers, auxiliaires périculture, aides-soignants, moniteurs éducateurs, ambulanciers, accompagnants éducatifs et social. Donc, comment ça s'est passé? Donc, on a fermé le 16, physiquement le 16, on a fermé à midi. Et donc, dans la semaine, j'ai demandé à la secrétaire qui avait tout récupéré chez elle, à domicile, toutes les informations. Je lui ai demandé qu'elle m'envoie la liste des coordonnées de mes apprenants. Donc, j'ai reçu la liste. J'ai envoyé un premier mail. Je vous fais une chronologie d'abord. C'est l'organisation et je vous ferai un retour des apprenants et on fera un enseignement. Donc, le 19 mars, j'envoie un mail collectif à mes apprenants pour dire, voilà, ça va, si vous avez des besoins. Si vous avez besoin d'aller sur notre site, allez-y, il y a toutes les informations, tout ça. Donc, un premier mail vraiment pour prendre contact, une prise de contact. Quoi. Donc, j'ai eu quelques retours au début, c'était fait lentement, mais progressivement. Puis après, je me suis dit, il faut quand même, quand il y a toujours des mails, on s'écrivait des mails, il y a quelques apprenants, puis il fallait trouver un autre système. Donc, j'ai étudié, parce que je ne connaissais pas tout ça, donc j'ai étudié comment on travaille à distance, les classes virtuelles, tout ça. Donc, j'ai eu il y a 2-3 logiciels, tout ça. Et bon, sans faire de publicité, je me suis tourné vers Zoom. Donc j'ai pris Zoom gratuit, j'ai vu des tutos et j'ai essayé d'apprivoiser le logiciel. Et en fin de compte, d'abord j'ai demandé à l'équipe, à mon équipe, de savoir s'ils ne voulaient pas qu'on se voit un petit peu. Donc il y a une partie qui était là, on a pu faire une première fois, donc c'était le 1er avril.
Donc le 1er avril, on a testé ensemble, j'ai pu voir. Et tout de suite, j'ai envoyé un mail, un deuxième mail, un mail d'invitation à mes apprenants. Donc pour info, j'ai 20 apprenants qui étaient inscrits. Et donc j'ai eu quelques retours. Et donc le 3 avril, donc 2 jours après, c'était pour moi c'était une première aussi. Donc j'ai eu 5 qui sont venus et une 6e qui est venue mais qui n'a pas réussi à se connecter. Et donc c'était ma première vidéoconférence avec mes apprenants. Et petite parenthèse, dans mes apprenants, j'avais une personne que j'avais vue une fois et une que je n'avais jamais vue physiquement. Donc c'était vraiment une découverte aussi à travers l'écran, quoi. Donc pour résumer comment comment ça va, tout ça. Et on a vu des besoins, et puis comment s'organiser. Et très vite, parce que comme c'est des concours, on a décidé ensemble de travailler plutôt individuellement. Donc mon premier entretien avec une apprenante, c'est passé le 7, je fais la chronologie. Et en fin de compte, à partir de là, j'ai mis en place un jour de planning d'1h30 à peu près. Alors comme Zoom gratuit, j'avais droit qu'à un essai, j'ai utilisé d'autres logiciels, Hangout et Skype, quand des fois j'avais deux apprenants dans la journée, quoi. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a fait? Je reviens vite, on travaille sur la méthodologie, parce que les apprenants avaient besoin d'une méthodologie. Donc, bien sûr, on a ensemble apprivoisé l'outil. Voilà. On a travaillé sur sur les motivations, sur les sujets, etc. Donc, introduction, conclusion, développement, tout ça, sur le métier, sur pas mal de questions et sur tout type de besoins. Donc, des fois, il y avait des besoins qui étaient exprimés en français, en maths, que je pouvais répondre si je pouvais, ou alors je les dirigeais vers mes collègues respectifs. Bon, il y avait ce travail-là qui s'est fait avec ceux qui étaient en visio, et bien sûr, je n'oubliais pas ceux qui étaient avec qui j'ai pris contact en mail. Donc, il y avait une continuité. Et c'est à partir de là, je me suis dit, tiens, on va envoyer un mail, un mini questionnaire. Donc, j'ai envoyé d'abord un mini questionnaire de façon collective, j'ai eu très peu de réponses, et en fin de compte, après, je me suis dit, je vais envoyer de mail de façon individuelle. Alors, sans faire de copier-coller, parce que chaque fois, je mettais une touche personnelle par rapport à l'apprenant, c'était un mail sur, grosso modo, est-ce que vous voulez travailler à distance? Donc, j'ai eu beaucoup plus de retours. Et bien sûr, il y a des réponses où il y avait non, quoi. Donc, pour revenir au thème d'aujourd'hui, par rapport à la fracture numérique, donc pour les gens qui m'ont justement eu le retour par rapport à ces personnes, souvent c'était soit des connexions, soit quelqu'un me disait j'ai une connexion limitée, soit j'ai pas d'ordinateur, soit il y avait même un jeune de 25 ans qui voulait pas travailler à distance, qui voulait faire du face-à-face, qui vraiment préférait le face-à-face. D'autres aussi me disaient qu'il y avait une qui sortait de l'hôpital, d'autres qui travaillaient, notamment qui s'occupaient des enfants prioritaires. Donc il y avait beaucoup de... Et puis aussi des gens qui ne se sentaient pas du tout à l'aise avec ça, quoi. Donc il y avait une peur, d'autres qui se disaient je pouvais être aidé par mes enfants. Voilà. Donc ce mini questionnaire, c'était intéressant, j'ai introduit le mail. Et donc voilà. Et donc, j'ai une parenthèse, parce que je pense, je fais une parenthèse, je m'écarte un petit peu, mais je reviens, vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, j'ai utilisé beaucoup les SMS aussi, le téléphone et bien sûr l'ordinateur. Mais justement, il y avait aussi l'appel téléphonique. Et je pense aussi à ma collègue, j'ai une collègue qui est en français, qui a utilisé un autre moyen, qui avait beaucoup plus d'apprenants que moi, une 60aine. Et c'est intéressant parce que dans son expérience, dans son retour, je me permets, c'est qu'elle appelé directement les gens et pour savoir si ça allait et tout ça. Et comme c'est un public, on parle d'électronisme, mais comme là, c'est un public qui avait aussi des difficultés en français, parce que au niveau moins à l'oral plus à l'écrit, mais voilà. Donc aussi les difficultés aussi d'utiliser des logiciels, ça c'est aussi compliqué. Et le fait, comment elle a pu étudier, c'est de dire, ok, j'aimerais bien étudier le français, mais je ne peux pas. Et donc, elle dit, mais si, vous, là, comme c'était des parents, vous faites du français avec vos enfants, vous faites des maths avec vos enfants, donc vous faites, c'était pour valoriser justement leurs compétences et de faire un journal du confinement. Voilà. Vous y mettez des images, vous y mettez leurs écrits, c'était assez intéressant parce que ça pouvait permettre justement de parler de leurs difficultés, notamment au niveau du numérique. Voilà, c'est une idée. Donc,
Ensuite, donc là, c'est par rapport au suivi des apprenants, voilà. Et en fin de compte, au niveau de l'enseignement, donc je vais aller un peu plus rapidement, au niveau de l'enseignement, je vais partir sur 3 points, bien sûr. C'est au niveau, au niveau des apprenants, je reste tout de suite dessus. Donc apprenants, structure et puis moi. Au niveau des apprenants, déjà, c'est l'implication. Ils avaient une implication qui était forte. Hein. Je donne des exemples. Hein. Par exemple, des fois, je demandais à quelqu'un, est-ce que ça te dérange si on teste une fonctionnalité de, je reviens sur Zoom, mais au début, ouais, ok, il n'y a pas de problème, on testait ça ensemble. Des fois, c'était, ok, je suis prêt à télécharger de moi-même Skype. Ok, super, on va travailler avec ça. Donc, il y avait une application. Et puis, aussi, je reviens aussi pour le travail. C'est quand j'avais mes apprenants voilà, je lui demandais de travailler à la maison, de faire des devoirs, si vous voulez. Et chaque fois qu'on se revenait, ils travaillaient et voilà, et on reprenait ça. Donc il y avait une implication vraiment forte, une envie de garder ce contact et une progression au niveau de la confiance de l'outil et aussi, voilà, de fait de pouvoir travailler ensemble. Au niveau des apprenants, bien sûr, ça passe toujours par les mails et on travaille avec des besoins différents. Donc je garde toujours ce contact. Voilà. Donc, au niveau de la structure, alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la structure? Donc, c'est des débuts de solutions. Alors, j'appelle ça des débuts de solutions. On a un peu réfléchi en équipe à tout ça. C'est une idée déjà, c'est on mutualise voilà, on a des formateurs qui sont plus aptes à utiliser le numérique, moins certains. Déjà de se former nous-mêmes, voilà, se former à ces outils. Donc, c'est la première chose. Au niveau des apprenants, il y a deux types d'apprenants, on va dire, si on peut faire simple. Les apprenants qui ont des outils à la maison, mais qui ont ces peurs, ces manques de facilité, de pratique, d'habitude ou d'autres habitudes, essayer de soit les sensibiliser directement à travers du formateur à l'apprenant, soit de faire un atelier de sensibilisation pour, voilà, ensemble, quand bien sûr quand la normalité reprendra. Et puis, voilà. Et pour les autres apprenants, ceux qui n'ont pas d'outils, alors une idée, bon, c'est une idée, hein, mais c'est peut-être de créer un partenariat avec des associations, des organismes qui sont là pour prêter, donner, voire réparer des ordinateurs. Et pourquoi pas faire, parce qu'on est des centres de formation, faire un atelier apprenant. Comment réparer mon ordi? Bon, c'est peut-être un peu fort, mais on peut toujours y réfléchir. Voilà. Voilà. Et donc, je termine, hein, parce que je parle beaucoup. Je vais finir par moi. Donc, mon enseignement par rapport à moi, ça se résume aussi par rapport à 3 mots. Déjà, c'est s'adapter. S'adapter parce qu'en fin de compte, on s'est retrouvé comme ça du jour au lendemain chez soi. Et il fallait prendre contact avec les apprenants. Donc, comment faire? Moi, j'ai la chance d'avoir un ordinateur, un téléphone. Encore que, je vous fais une parenthèse, c'est mon nouveau téléphone. Et parce que pendant 4-5 jours, je n'ai pas eu de téléphone, j'ai eu un problème de batterie, donc heureusement, j'ai pu commander un nouveau téléphone. Donc voilà. Bon, ça c'est. Mais voilà, j'ai pu m'adapter aux besoins progressifs des apprenants. Et voilà. Deuxième, c'est l'investissement, bien sûr. C'est s'investir humainement. Alors humainement, pourquoi? Parce que c'est toujours cette confiance qu'on doit développer chez ce suivi, de garder le lien avec les apprenants, c'est hyper important, quoi. Hein. Cette confiance progressive, de répondre à leurs besoins le mieux possible. Et puis, voilà, si je peux me permettre, même si on part sur un mix maintenant de faire du présentiel, de faire du distance, quand même privilégier l'apprenant, parce que le face-à-face, c'est quand même très important. Je pense pour moi, c'est primordial d'avoir l'apprenant de face-à-face. Voilà. Enfin, je finis. Et c'est apprendre. Apprendre, on apprend toujours. Et donc, même si mon titre et ma fonction est d'être formateur, je suis aussi un apprenant. Voilà. Je vous remercie et je passe la parole à Laurence. Juste pour finir, merci beaucoup Thierry. C'est vraiment cette multimodalité, c'est-à-dire que même le distanciel est multimodal. Là, j'ai vu une question qui circulait sur le fait est-ce que tout le monde avait un mail? Non, pas forcément, mais l'objectif, c'est vraiment de contacter les personnes par tout moyen, donc beaucoup de téléphones finalement. Et on y est tous soumis. Donc ça, c'est vraiment un élément important.
et dans les enseignements plus généraux, des enseignements positifs, saluer la mobilisation générale des acteurs de la formation au niveau national. Alors bien entendu, spontanément, dans le cadre actuel, on pense au FOD, avec justement le fait d'être accompagné, d'avoir les webinaires, etc. Beaucoup d'acteurs, de plateformes pédagogiques qui ont mis à disposition gracieusement certains de leurs outils. Le fait de pouvoir proposer clés à distance, le fait aussi d'avoir accès à une veille réglementaire et juridique de la part de différents acteurs. Donc cette mobilisation a été vraiment un point très très fort, je trouve, d'enseignement. Mais il y en a un autre aussi qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est que la fracture numérique est beaucoup plus importante encore que ce qu'on présentait. Parce que là, il n'y a plus de système D, il n'y a plus de tiers-lieux, il n'y a plus d'intermédiaires et on se retrouve en direct, voilà, confronté aux limites de ces compétences numériques. On n'a plus la possibilité de solliciter un tiers autre que ses enfants, parce que ça, c'est vrai que c'est une alternative, mais voilà. Donc le ressenti qu'on a, c'est que la fracture numérique est finalement encore beaucoup plus importante que ce que l'on pouvait pressentir. Un autre élément très très important, c'est comme l'ont dit l'ensemble des interlocuteurs aussi, c'est que le distanciel prend beaucoup plus de temps. Parce que forcément, on a beaucoup d'interpersonnel, notamment pour les publics les plus fragiles et les plus vulnérables, pour lesquels le confinement a une problématique beaucoup plus large que la seule problématique pédagogique. Le fait que le distanciel ne peut pas se substituer totalement au présentiel, que là aussi, la multimodalité, elle est à construire en termes d'enseignement suite aux événements que l'on vit actuellement, et surtout que finalement, on n'est pas du tout sûr que ce soit exceptionnel. C'est certes inédit, mais pas forcément exceptionnel, ce que l'on vit par rapport à la suite de ce qui nous attend. Donc vraiment s'approprier aussi l'outil numérique en tant qu'élément de la multimodalité. Et au-delà de tout ce qu'on a pu dire aussi, que l'ensemble des acteurs prennent conscience des spécificités du distanciel en termes de temps, en termes aussi d'accompagnement spécifique, et notamment les prescripteurs et financeurs qui adaptent aussi les modalités associées de reconnaissance de l'exercice pédagogique dans sa durée, mais également dans les éléments de preuve attendus et dans la logique de parcours qui doit être la nôtre, voilà, qu'on parvienne aussi à être bien accompagnés par nos prescripteurs et financeurs. Et en fait, nous, ce qui est ressorti quand on a préparé ce webinaire, c'est que le distanciel présuppose la confiance. Parce que forcément, on ne pourra pas suivre d'aussi près, forcément, on est dans une relation où on ne pourra pas être à côté de tout ce qui se passe, et que ce soit dans la relation des organismes de formation avec leurs prescripteurs et les financeurs, ou que ce soit des équipes pédagogiques avec les apprenants, on a une part de confiance qui est nécessaire à la réussite du distanciel et au maintien de sa réactivité. Merci Laurence. Le temps passe, et c'est vrai que le sujet méritait aussi tout ce temps passé, voilà, à discuter de la fracture sociale et à dire quel type d'accompagnement on pouvait proposer. Peut-être quand même quelques questions du chat avant de se quitter. Une question qui est assez transversale d'Olivier Kirsch qui demande comment envisagez-vous la disparition à moyen terme des planinos PC au bénéfice des tablettes ou smartphones qui effectivement n'ont pas forcément de clavier. J'aimerais répondre à cette question. Concernant, alors non pas le consortium Igreta où chaque académie va avoir une adaptation de territoire sur une question comme celle-ci, mais pour le réseau des Greta de Franche-Comté. Cette disparition pour nous, elle n'est pas de moyen terme, elle est de l'instant. De facto, la plupart de nos stagiaires n'ont déjà plus de PC. Et pour eux, le numérique se traduit en mobilité et en exclusivité. Donc, je dirais qu'on est déjà sur cette disparition. Ce qu'on est tenté de répondre, c'est d'identifier les usages, concrètement consulter ou publier, et à chaque média, son usage. Le smartphone va être extrêmement intéressant pour consulter à distance. Par contre, pour publier, il faut un média approprié et cela restera le PC notamment parce que le clavier facilite l'écriture et l'engagement cognitif associé. Donc certains de nos Greta commencent à acheter des flottes de PC portables et à les prêter à nos stagiaires dans le cadre de la continuité pédagogique et puis je pense dans le futur de l'hybridation de nos formations de façon de plus en plus systématique en ayant du coup une stratégie e-learning qui va être duelle.
une stratégie d'éditorialisation pour la consultation et une stratégie d'éditorialisation pour la publication, ceci pour aller jusqu'à l'évaluation formative plus ou moins légère ou au contraire plus ou moins complexe. Merci Victoria pour cette réponse détaillée sur les supports. Une question de Clémentine qui s'adressait plutôt à Guillaume. Qui demandait comment on identifie, comment on arrive à repérer les personnes qui sont en situation de difficulté face au numérique. Alors, dans le cadre du confinement, c'est assez simple pour nous, dans la mesure où il y a un test qui ne trompe pas, c'est-à-dire que dans la mesure où ils étaient tous invités à s'inscrire sur le site Ygreta Moodle pour atteindre le LMS, s'ils n'arrivaient pas à se connecter, à partir de là, vous saviez que vous avez déjà un problème. Puisque normalement, si on a des fonctions, si on a intégré un certain nombre de compétences minimum en informatique, un certain nombre de réflexes auraient pu être déployés par des stagiaires qui n'avaient pas besoin d'accompagnement, notamment retrouver son mot de passe, des choses comme ça. Donc à partir du moment où il y a de toute façon un problème de connexion, vous pouvez déjà les classifier comme électroniques. Après, à mesurer en fonction du degré. Et pour mesurer le degré, c'est le travail que j'ai fait de support technique, mais que également les formateurs au sein de leur propre formation ont fait, c'est-à-dire de donner un coup de téléphone, de prendre connaissance de pourquoi il n'arrive pas à se connecter, et en fonction du type de réponse, vous pouvez cataloguer assez facilement le type d'électronique dans la mesure où s'il n'y a aucun vocable et en plus une difficulté ne serait-ce qu'à lancer un navigateur, sinon on ne sait même pas ce que c'est un navigateur, à partir de là, vous êtes sur du grand électronisme. Si par contre, si c'est un électronisme modéré, les réponses seront différentes, de type écoutez, j'étais à la bonne adresse, mais mon code ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a tout le type de réponse apportée en direct par téléphone va pouvoir vraiment vous aiguiller sur le type d'électronisme. Et j'en profite parce qu'on me demandait combien ça représentait à peu près au niveau de la structure, au niveau du Greta Jura. C'est extrêmement dur comme question. Je dirais que des très grands électronismes, je pense qu'on est autour de 20% au moins. Et pour de l'électronisme modéré, vous pourrez ajouter facilement 20 à 30% par-dessus. Si je peux me permettre de compléter par rapport au public qui nous sont plus spécifiques, lorsqu'on a préparé ce webinaire, lorsqu'on reprend un peu la chronologie, les contacts spontanés tels que Guillaume les évoque ici, les premiers contacts n'étaient qu'à hauteur de 10 apprenants et il a fallu justement les appeler, leur demander s'ils avaient un mail, les contacter plusieurs fois avant que justement ils apprivoisent le numérique comme étant un outil les concernant, parce que beaucoup disaient c'est pas pour moi ou étaient plutôt réticents. Voilà, donc il a fallu vraiment prendre le temps de commencer à les mobiliser. Et c'est très, très, très progressif en termes d'écoute. Et pour aboutir après, avoir la moitié, justement, avoir une centaine d'apprenants qui finalement s'impliquent et qui effectivement, spontanément, ne se sentaient pas forcément concernés par la démarche. Et c'est là que tous les moyens sont légitimes à être mobilisés selon les personnes, effectivement. Et une dernière peut-être question avant de vous laisser un petit mot de conclusion. C'est la question d'Alain, qui demandait, donc face à des gens comme ça dans une situation d'électronisme, est-ce qu'on peut envisager d'envoyer des documents sur support papier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voire de les mettre dans les boîtes aux lettres. Voilà, certains RTP font aussi du porte-à-porte et vont mettre dans les boîtes aux lettres, parce que ce sont des structures de proximité, vont mettre dans les boîtes aux lettres de certains apprenants des papiers ou coquettes. Et comme le disait Thierry, l'objectif aussi, c'est de leur donner des objectifs à atteindre avant le prochain appel. Via le journal de confinement, c'est un très bon exemple de marquer qu'effectivement, il se passe quelque chose dans la journée, que effectivement, je suis utile parce que voilà, j'aide aux devoirs ou parce que voilà, je m'implique sur telle ou telle activité. Et ça, c'est vraiment très très important. Mais tous les moyens sont bons pour garder contact, effectivement. On ne saurait écarter le papier de la multimodalité. Je vous remercie tous de nous avoir vraiment éclairé sur vos retours d'expérience et de la façon dont on peut, en urgence aussi, travailler avec des publics en situation difficile. Peut-être vous dire que, de toute façon, d'un point de vue concret, vous pourrez regarder ce webinaire en replay sur le site du FOD et on vous remettra également la présentation, le support des intervenants. Voilà.
notre prochain rendez-vous n'est pas encore fixé, mais je vous le communique très rapidement. Peut-être un petit mot de conclusion, Victoria pour le consortium et puis Laurence pour les APP. Eh bien, c'est un défi pour nous, comme pour tous les organismes de formation continue, que la continuité pédagogique et puis sa sortie avec le déconfinement. Comme l'a évoqué Guillaume, on se dirige, je crois, on est beaucoup à le penser vers une systématicité croissante du blended learning, de la formation mixte. Donc, au sein du consortium YGRETA, nous allons travailler à continuer à développer la multimodalité en transversalité de nos didactiques professionnelles. Je rejoins tout à fait ce que dit Victoria, c'est-à-dire que ça nous a amené à accélérer notre appropriation, aussi bien côté équipe pédagogique que côté apprenant, du distanciel et du numérique. Et post-confinement, il faut que justement ça intègre la multimodalité qu'on peut proposer. Et notamment aussi, on a des publics, il y a toute la problématique actuellement des personnes dites malheureusement invisibles, mais pour lesquelles la multimodalité là peut être enrichie aussi, donc pour les atteindre de ces aspects-là, parce que paradoxalement, voilà, on a des publics qui ne sont pas forcément sensibles à une approche classique d'organisme de formation, et là, voilà, être obligé de mobiliser par tout moyen la mise en contact, ça nous a aussi beaucoup nourri pédagogiquement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus partager vos expériences avec nous aujourd'hui. J'espère que nos participants, du coup, ont pu aussi avoir beaucoup de recommandations et d'éclairages. À bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.